De votre côté, Lucille Schmitt, je voulais commencer cette discussion avec le fait qu'en 2022, donc lors de la précédente pré-campagne pour l'élection présidentielle, vous aviez pris position pour dire l'écologie est traitée comme une question de second rang dans la campagne présidentielle. Et ma question est très simple, c'est où est-ce qu'on en est maintenant en termes de priorisation de l'écologie? On parle beaucoup de ce mouvement de recul dans ces considérations. Est-ce que c'est quelque chose que vous continuez de constater et comment est-ce que vous le défendez éventuellement depuis la fabrique écologique? Merci beaucoup. Je pense que effectivement, je continuerai à estimer que l'écologie est traitée comme une question de second rang, et je pense que ça rejoint votre question sur qu'est-ce que c'est que l'écologie politique. C'est tout ce qu'a dit Simon, mais c'est aussi un champ qui échappe aux partis politiques. Je pense que ça, c'est intéressant de le dire. C'est-à-dire que l'écologie politique a été pratiquée dans des luttes, notamment des luttes territoriales, des luttes contre le nucléaire, contre le plateau du Larzac, comme défenseur d'alerte par rapport aux pollutions, comme ça a été rappelé. Et le parti politique Les Verts n'a été créé qu'en 1984, bien après les luttes emblématiques et bien après le fait que les écologistes, qui n'appartenaient pas à un parti politique, aient eu des élus dans les élections, notamment municipales. Je rappelle que dans les années 70, le Parlement européen n'était pas élu au suffrage universel et donc il ne pouvait pas avoir eu de bons résultats électoraux européens, mais ils ont eu ensuite de très bons résultats électoraux à l'échelle européenne. En revanche, comme ils n'avaient pas de parti politique vraiment structuré, ils ont eu régulièrement un sujet, une grande limite qui était celle de l'enracinement national. Et pourquoi est-ce que effectivement l'écologie, enfin les thèmes écologistes sont traités de manière secondaire dans le champ politique français? Parce que nous sommes un pays, on le sait, où l'élection présidentielle est l'élection qui reste l'obsession de toute personne qui veut faire une carrière politique de haut niveau, que les élections législatives sont maintenant dans la continuité de l'élection présidentielle, et donc investir le niveau national, ça reste un sujet très difficile pour ceux qui pratiquent l'écologie. Et de toute façon, je dirais que les personnalités écologistes ne sont pas des au sens politique du terme, ne sont pas des personnalités appartenant à un parti politique. Ce sont des lanceurs d'alerte, ce sont des grands chercheurs, ce sont des gens comme Jean-Marc Jancovici qui jouent un rôle politique plus important, me semble-t-il, que Marine Tondelier. En tout cas, sur des champs qui apparaissent plus écologistes que Marine Tondelier, qui elle est un trait d'union au sein de la gauche. Enfin, il y a toute une série de... Donc il y a quelque chose qui échappe aux catégories du débat politique. La deuxième chose qui explique pourquoi c'est une question de second rang, on ne va pas être trop long, mais tout simplement parce que c'est une question complexe et que nous sommes dans une vie politique qui se réduit de plus en plus au slogan, à la virtualité, à l'échange de petites phrases, et que c'est à la fois complexe, comme l'a rappelé Simon, parce que c'est une question territorialisée, les pratiques, la réalité du territoire, la géographie et l'histoire se rappellent à nous en matière écologique. On ne peut pas dire que la vie politique française se rappelle beaucoup à nous, sauf pour dire que tout le monde est derrière le général de Gaulle. Et donc, à partir de là, c'est quelque chose qui échappe à la manière aujourd'hui de structurer une parole politique. Et puis aussi parce que dans la temporalité de la vie politique, on est de plus en plus dans l'idée d'une forme de court-termisme ou on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, jouer toujours l'étape d'après, alors que l'écologie, c'est d'une certaine manière aujourd'hui être rattrapé par une réalité. On a vécu des élections municipales, on n'a jamais parlé de questions écologiques, et on est rattrapé par la réalité des canicules, et on sait que le mandat municipal qu'on va vivre va être un mandat où l'adaptation des villes, et au-delà des villes d'ailleurs, l'adaptation du territoire français aux questions climatiques est devant nous, et on a d'abord ratiboisé les mairies écologistes, et ensuite on a élu des personnes qui vont avoir à faire face à ces réalités écologistes, quel que soit le parti auquel elles appartiennent. Et donc, on est rattrapé par la réalité, mais aujourd'hui, on sent du côté de ceux qui sont élus une grande peur à l'idée de la complexité, du fait qu'il faut ensuite proposer des solutions concrètes, et puis parler à des personnes dont la vie va être bouleversée par ça. Votre maison ne va plus être assurable, vous allez perdre votre emploi parce qu'il y aura moins d'automobiles. Donc, faire le lien entre questions sociales et questions écologiques, c'est compliqué déjà quand on n'a plus de discours social, et quand on n'a pas de discours écologique, c'est encore plus compliqué. Donc, ça reste une question qui est de plus en plus actuelle, mais qui est de moins en moins traitée. Ça, c'est un beau tableau. On peut ressortir optimiste pour l'instant.
Simon Audebert, là il fait très chaud et devant vous, vous avez un verre d'eau. On pourrait presque refaire un moment marquant de l'histoire de l'écologie politique, qui est la première candidature de René Dumont. Vous pourriez nous dire, voilà ce verre d'eau, bientôt on va en manquer, etc. Mais ce qui vous marque, vous, dans vos travaux, c'est le fait que, en fait, ces événements climatiques à répétition, sécheresse, inondations, etc., ne précipitent pas ce qu'on avait attendu pendant un temps, qui était de dire, quand on se prendra le mur de la catastrophe climatique, on deviendra tous écologistes par défaut. Et vous nous dites, non, d'après vos observations, c'est pas le cas. Alors, pourquoi ? Oui, bon, je vais peut-être pas refaire René Dumont, mais effectivement, c'est une question importante, tout particulièrement ici, dans les Pyrénées-Orientales, avec le manque d'eau, qui est comme une question récurrente depuis plusieurs années, et on aurait pu s'attendre, voilà, avec les premières conséquences visibles de la crise climatique, d'avoir un sursaut. C'est même quelque chose qui avait été beaucoup répété, peut-être un peu espéré dans le mouvement écologiste, et qui en fait n'est pas arrivé. Je me suis posé cette question un petit peu du pourquoi, en travaillant aussi notamment, et je trouve que le parallèle est intéressant, une des zones que j'étudie, c'est dans les Alpes, avec notamment la question des stations de ski, avec notamment beaucoup d'oppositions, on parlait des oppositions territorialisées, c'est des très bons cas d'études. Et pareil, dans les Pyrénées-Orientales, j'ai trouvé très facilement plein d'articles sur la demande de construction de retenues d'eau, un petit peu pour les stations de ski, mais aussi pour l'agriculture, tout particulièrement la production fruitière dans le département, avec finalement on pourrait s'attendre à ce que pendant des années, il y a eu une opposition des écologistes qui expliquait qu'il allait y avoir un moment un problème d'eau, on pourrait se dire maintenant que le problème est là, est-ce qu'on a du coup un sursaut, une reconnaissance un petit peu de ce signal d'alarme finalement qui a été tiré maintenant il y a plusieurs décennies, comme ça a été rappelé depuis les années 70. Et en fait, finalement, c'est l'inverse. Les écologistes deviennent le problème car ils sont contre les retenues d'eau, ils sont contre la neige artificielle, ils sont contre... Et c'est un petit peu un paradoxe de finalement avoir un manque de solutions pour tout un tas de personnes qui ne considèrent pas finalement l'écologie aujourd'hui encore comme une solution, et plutôt de perpétuer dans ce système-là et aller toujours plus loin. On n'a plus de neige, on va faire de la neige de culture, les nappes phréatiques sont au plus bas, on n'a qu'à faire des retenues d'eau. Alors même que il y a eu pas de pluie pendant presque 3 ans, si je dis pas de bêtises, dans les Pyrénées-Orientales. Donc c'est tout un ensemble de questions, et je pense que ça interroge le mouvement écologiste d'essayer de comprendre pourquoi ça n'apparaît pas comme une solution. Pourquoi on ne développe pas un imaginaire de possibilités et ça apparaît encore comme une contrainte, et que pour ces personnes qui sont même les premières victimes aujourd'hui de la crise climatique, c'est notamment les populations rurales qui sont parmi les plus exposées, qui ont les logements qui sont les moins adaptés aux fortes températures, c'est l'agriculture qui est en première ligne, c'est les saisonniers qui ne pourront plus travailler dans les stations de ski, des communes aussi qui sont endettées pour financer ces projets pendant des décennies, et aujourd'hui l'écologie apparaît au contraire encore une fois comme l'opposant. Je pense qu'il y a vraiment une réflexion à mener de pourquoi finalement les premières victimes, les personnes qui devraient être un peu, j'ai envie de dire, nos alliés objectifs quelque part, ne le sont pas. Quelle réponse apporter pour que l'écologie apparaisse comme une solution et pas comme encore une fois une contrainte à toujours plus de solutions. On est peut-être plus tant dans finalement du climato-scepticisme que du climato-dénialisme, du niveau en fait d'effort, du niveau de solution qu'il va falloir mettre en face, et encore une fois de l'écologie qui empêche uniquement des réponses techniques et qui perpétue encore une fois le système productiviste. Et par exemple, dans ce que vous disent vos enquêtés, les personnes avec lesquelles vous travaillez, que vous interrogez, qu'est-ce qui revient comme élément d'explication pour dire qu'on va pointer le doigt quelque part et pas ailleurs ? Je pense que c'est assez compliqué, c'est peut-être une difficulté à se projeter, en fait, c'est ce que je disais, dans d'autres, en fait, manières de faire, et finalement, par un manque de solution, se dire qu'à chaque fois, en allant un petit peu plus loin, ça va apporter la solution. Ça va être, mais en construisant des retenues d'eau, en faisant de la neige artificielle, on nous parle des montagnes 4 saisons, par exemple, dans le cas des stations de ski, c'est tout un tas, finalement, de discours on va toujours aller un petit peu plus loin et jamais réussir cette remise en cause complète. En fait, c'est ce que je disais cette organisation sociale qui en fait a comme seul objectif la production, la consommation et toujours l'augmenter, et réussir à dire comment on met un stop à ça et qu'est-ce qu'on met en face. Et je pense qu'il y a aussi un enjeu pour en fait le milieu écologiste de comprendre comment aller s'adresser, peut-être d'aller regarder de près, de façon territorialisée ces enjeux-là, d'essayer d'apporter des solutions concrètes qui partent en fait du concret des personnes qui sont directement touchées, et d'essayer en fait de proposer des solutions territorialisées, de prendre le temps en fait d'aller écouter, de réfléchir à des solutions peut-être depuis et aussi pour ces personnes et parmi les premiers concernés. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais il y a aussi un enjeu peut-être d'incarnation, de propositions concrètes depuis certains espaces qui aujourd'hui sont un petit peu mis à l'écart des discussions dans le mouvement écologiste. Anne Lecor, là-dessus. Je voulais juste rebondir parce que c'est vrai que quand on parle de modèle productiviste, on se dit là c'est la production, c'est etc. Mais en fait, il y a une organisation qu'il faut nommer qui est l'entreprise.
Et je trouve que c'est aussi un discours qui manque dans la pensée écologiste de façon générale. On parle territoire, on parle impact, on parle résilience, on parle adaptation, mais on ne parle pas des entreprises, et notamment des multinationales, qui ont un impact énormissime. Je suis tombée hier sur une étude de l'Oxfam qui a fait une étude sur les 100 plus grosses multinationales européennes, et du coup sont sortis des chiffres assez intéressants. 70% de leurs bénéfices sont reversés aux actionnaires et non pas dans la transition écologique. Et on a 48 multinationales qui ont versé 32 fois plus de dividendes à leurs actionnaires qu'elles n'ont investi dans la transition écologique. Je pense que là, on se rend bien compte de l'échelle dans lequel on est, qui est que on a des multinationales qui pensent s'organiser en dehors de la société et s'organiser pour que les impacts qu'ils produisent nous retombent dessus, mais qu'elles ne leur retombent pas dessus. Et je pense que c'est hyper important de regarder ça aussi dans un système sociétal où les multinationales et l'entreprise, alors certaines à différents niveaux en fonction de leur taille, je ne mets pas vraiment les petites moyennes entreprises et les multinationales dans le même panier, mais aujourd'hui on estime qu'il y a entre 112 milliards et 270 milliards d'aides publiques aux entreprises qui ne sont absolument pas conditionnées à une transition obligatoire vers la transition écologique et vers des critères de justice sociale. Donc effectivement, le modèle productiviste, non, ces organisations qui sont des entreprises. Les salariés dans ces entreprises sont d'ailleurs pour beaucoup victimes de ce système, où en fait c'est sans doute un des espaces les moins démocratiques, l'entreprise, pour s'engager. Quand on est un syndicaliste, c'est très compliqué. On met littéralement son corps et sa santé mentale sur le jeu de ce qu'on appelle le dialogue social, mais en tout cas cette confrontation sociale pour essayer de faire bifurquer son entreprise avec ses petits bras. Et donc on a quand même des entreprises qui jouent un peu le cow-boy, avec, quand on regarde au niveau européen, des lobbies très puissants, de l'argent qui coule à flot pour essayer de déréguler aussi au niveau européen. Donc voilà, je tiens absolument à ce que l'entreprise soit nommée, et un de ces jours, je pense que c'est les dirigeants seront nommés également, parce que c'est très bien d'avoir une société, mais derrière une marque, il y a aussi des gens qui prennent des décisions stratégiques et des actionnaires qui prennent l'argent pour éviter qu'on le réinvestisse dans notre bien commun. Oui, moi je voulais rebondir aussi par rapport à ce qu'a dit Simon sur pourquoi est-ce que, à mesure que la question climatique et l'extinction de la biodiversité, la disparition de la nature, la disparition des oiseaux notamment, qui est peut-être la chose qui nous frappe le plus, parce que le chant des oiseaux est quelque chose qui rend la vie plus belle. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de votes pour les Verts, et pourquoi est-ce qu'en tout cas ça reste parfois encore plus difficile de parler d'écologie dans le champ politique? Il y a deux choses. D'abord, il y a le fait que les Verts ont été quand même toujours habitués à faire la morale. Et donc, au fond, vous savez, dans les mairies écologistes qui ont été perdues, il y avait au fond la surprise de 2020, rappelons-nous, du deuxième tour qui arrive après plusieurs mois, et cette surprise de voir toute une série de maires écologistes devenir maires de grandes agglomérations. Et on sait que le premier mandat est un mandat déterminant pour ensuite créer le lien avec ceux qui ont voté pour vous ou qui n'ont pas voté pour vous, parce que la question c'est est-ce qu'on accroît sa majorité ou est-ce qu'on perd la majorité. Et moi il me semble que dans de très nombreux cas, les projets qui ont été portés par les maires écologistes étaient des projets excellents, avec une capacité à se projeter, à ne pas être seulement dans le court terme, à ne pas faire de clientélisme, mais d'une certaine manière, ça a été du clientélisme à l'envers. On vient de réaliser à la Fabrique écologique, par exemple, un entretien avec le premier adjoint de la ville d'Annecy, qui a été perdu au profit d'Antoine Armand, ancien ministre macroniste. Et en fait, ce qui ressort de cet entretien qu'on publie la semaine prochaine, c'est que c'est sur la question psychologique que les choses se sont jouées, ou sur des choses fortement symboliques. Par exemple, avoir éteint les fontaines qui à Annecy sont fondamentales parce que ça, il y a le lac, et que donc les fontaines, c'est ce qui rend la ville vivante. Et pour économiser de l'eau, on a éteint les fontaines. Est-ce que c'était vraiment la meilleure manière de faire comprendre qu'il fallait économiser l'eau? La question se pose, et en tout cas, certainement pas le faire de façon pas expliquée. Donc il y a des enjeux psychologiques, et cette question des enjeux psychologiques, elle nous renvoie aussi, me semble-t-il, à la relation entre les élus
et les électeurs, parce que nous sommes habitués à avoir une relation entre les élus et les électeurs qui n'est pas une relation dans laquelle la complexité de la chose écologiste puisse vraiment s'expliquer. Du plus long terme, renoncer à des choses par rapport aux générations futures, alors que tout est joué quand même dans l'idée de est-ce que je vais avoir un logement, est-ce que je vais avoir un emploi, est-ce que la ville est belle à court terme, mais est-ce qu'elle deviendra plus vivable à moyen terme. Tout ça est très intéressant parce que ça nous oblige à nous, électeurs, moi j'ai été élue, mais évidemment je suis électrice, ça nous oblige à nous à, au fond, adosser notre comportement électoral sur toute autre chose que ce à quoi nous ont habitués les personnes que nous les élisons, qui nous disent « faites-moi confiance, tout se passera bien. Je mettrai des géraniums en pot, tout se passera bien. » Et on vous dit qu'il va falloir voir autrement le lac, faire peut-être, remettre des arbres et du coup modifier la place de la voiture. Ce que me disait cette personne d'Annecy, c'est que l'antagonisme, par exemple vélo-voiture, a été certainement quelque chose qui les a fait perdre. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas suggéré aussi le fait de dire, vous êtes automobiliste, vous pouvez être cycliste, vous pouvez être piéton. Arrêtez de jouer en fond des clivages, des camps l'un contre l'autre. Et donc cet élément psychologique me semble être essentiel. Et aussi parce que de l'autre côté, ceux qui ne veulent pas porter l'écologie, ils portent l'idée que les écologistes sont des moralisateurs qui ne comprennent rien à rien au quotidien. Moi, je me rappelle de Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France, qui explique quand il y a les inondations dans le Pas-de-Calais, qui explique que c'est dû au fait que les écologistes empêchent de curer les canaux pour laisser les grenouilles continuer à croasser. Donc, quand on est sur ce genre de désinformation, qui oppose par ailleurs le sort de l'animal, le sort de la nature à celui des êtres humains dans la précarité, il y a quelque chose qui fonctionne du côté de ce que nous sommes, qui est de ne pas pouvoir renoncer, de ne pas pouvoir changer. Et on a d'autant moins la capacité à renoncer qu'on est dans la précarité. Et donc, on est là sur des mécanismes sur lesquels le Donald Trump a fonctionné sur les swing states aux États-Unis. On est sur ça existe aussi en France. C'est ça qu'il faut se dire. On a du mal à comprendre pourquoi certains ont voté pour Donald Trump. On le comprend d'autant mieux lorsqu'on vit les choses par rapport à la question de l'abandon, du désespoir, de la déshérence territoriale. Et c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que le blâme est vraiment tant à porter sur à la fois les personnalités partisanes écologiques ou les personnalités engagées dans le domaine de l'écologie, quand on voit que sur des questions comme le vélo-voiture, en fait, c'est aussi des campagnes de communication portées par les personnes qui ne veulent pas faire de la place au vélo et renoncer un peu à la place à la voiture, plus que une campagne des personnes qui veulent promouvoir le vélo contre les voitures parfois. C'est-à-dire qu'on voit dans beaucoup de mairies qui ont rebasculé récemment que ces objets symboliques ont aussi été travaillés par toutes les forces qui s'opposent à une transition, plutôt que des conséquences directes de discours qui auraient été tenus. Oui, mais vous avez tout à fait raison. Il faut évidemment ne pas être naïf, c'est-à-dire savoir que le champ électoral est aussi traversé en coulisses par de puissants intérêts économiques et aussi que on joue sur l'amnésie des personnes, c'est-à-dire qu'on a oublié comment avant la voiture la ville c'était agréable. On a oublié comment c'était plus facile pour les enfants de se promener dans les rues. Moi, ce que je trouve, c'est qu'il faut assumer le fait qu'aujourd'hui l'écologie c'est un champ de bataille et je le vois d'autant plus que sur 2 ou 3 mairies anciennement écologistes, par exemple, la question de supprimer les mauvaises herbes est devenue un champ incroyable, notamment à Bordeaux. Je crois que c'est 400 000 € pour supprimer les arbres qui poussaient entre les pavés. Je trouve ça assez extraordinaire, si vous voulez. Je pense qu'il y aurait peut-être mieux à faire que ça. Et je pense qu'il y a là quelque chose qui reflète la question d'un projet de société. Je vais citer un petit exemple qui n'a rien à voir avec les mairies écologistes, mais je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'école de paysage de Versailles-Marseille. Bon, c'est une école qui est une référence à l'échelle nationale et qui est installée dans un jardin qui est le jardin du roi à Versailles. Bon, j'ai découvert qu'Hyacinthe Rigaud a fait le portrait de Louis XIV, était perpignanais, donc c'est très intéressant. En tout cas, cet installé-là, c'était l'ancien jardin de Louis XIV. Et du coup, les Versaillais, dont les fenêtres donnent sur le jardin, qui est adossé à la pièce d'eau royale, était habitué à ce qu'il n'y ait pas un brin d'herbe. Un directeur de l'école de paysage a décidé qu'il allait installer de l'agroécologie, donc les brins d'herbe ont poussé, il a restauré des espèces de pommes et de poires anciennes. Il y a eu une pétition pour dire « tout va mal, il y a des herbes ».
Et ce qui est intéressant, c'est que les pétitionnaires ont été reçus au ministère de l'Agriculture par le ministre, qui les a calmés et qui leur dit ne vous inquiétez pas, l'herbe ne poussera plus. Mais donc il y a quelque chose, si vous voulez, autour aussi des images, de l'imaginaire. Je trouve ça intéressant d'aborder ce sujet des récits. Comment est-ce qu'on va substituer les images des géraniums en pot, excusez-moi, j'ai rien contre le géranium, à cette vision d'une nature plus indisciplinée, dans laquelle nous nous sentirons bien et dans laquelle nous aurons aussi moins chaud. Simon Audebert, ça a été aussi l'un des débats qui anime assez régulièrement, ça revient de temps en temps, le champ de l'écologie politique, c'est-à-dire est-ce qu'il faut une écologie qui divise ou une écologie qui rassemble? Comment est-ce que vous observez ça dans les territoires auprès de vos enquêtés, par justement des moments où on peut avoir l'impression qu'il y a des lignes de clivage entre les écologistes qui vont s'opposer à tel et tel projet, d'autres qui vont plutôt promouvoir d'autres projets qui vont faire peut-être de l'emploi ou des pratiques dont on pouvait avoir l'habitude. Récemment, justement, dans la ville de Dieu-le-Fils, ce qui était reproché, c'était que les écologistes avaient empêché un rallye qui se tenait assez régulièrement. Et ça a été vécu comme une attaque sur le plan des symboles et donc une division, peut-être là où il n'y avait pas lieu d'être. C'est une vaste question. Moi, pour un petit peu expliquer, je travaille tout particulièrement. Ce qui m'intéresse, c'est la place de l'écologie dans les territoires ruraux. Déjà, le point de départ de tout ça, c'était tout simplement d'un peu rejeter cette idée d'une fracture entre urbain-rural et de prendre le parti de dire il y a une diversité de territoires ruraux qui est absolument énorme. Donc, c'est une diversité derrière aussi sociale et politique. Donc, je me suis dit que j'allais essayer de comparer des zones rurales entre elles en France en apprenant qu'ils semblaient très écologistes et d'autres qui ne l'étaient pas. Pour ça, je suis parti sur plusieurs critères, notamment sur le vote. Et donc, je m'attendais à avoir d'un côté des endroits plutôt très favorables à l'écologie et d'autres dans lesquels il y aurait un fort rejet. Et trouver un petit peu cette idée de tension, de conflit qui opposerait des zones écologistes à des zones qui ne le seraient pas. Et en fait, la surprise, ça a été plutôt d'arriver. Donc, ça va être dans des territoires ruraux plutôt très marqués par le productivisme. Donc, que ce soit l'agriculture intensive, que ce soit des anciennes zones industrielles ou qui le sont toujours. Des endroits qui ont été particulièrement marqués et qui aujourd'hui, pour beaucoup, vont être en déclin, vont perdre des habitants, vont avoir des grosses questions économiques et aussi de les jeunes qui partent, de questions d'emploi. Et finalement, en arrivant sur place, là où je m'attendais à trouver une forte opposition à l'écologie, en fait, il y avait plutôt un désintérêt, voire une invisibilisation de l'enjeu, tout comme avoir retrouvé une très forte invisibilisation de la gauche en général dans ces endroits-là. Je pense que c'est beaucoup lié, cette invisibilisation de la gauche et de l'écologie à la fin des corps intermédiaires, que ce soit la place des partis, des syndicats qui reculent, de moins en moins aussi d'espaces collectifs, la question du lien social, des associations, des services publics, qui marquent tout particulièrement ces endroits-là. Et finalement, à défaut d'arriver de croire en une solution collective, d'avoir quasiment aucune incarnation de la gauche dans ces zones-là, on va se tourner vers des solutions à défaut de pouvoir s'allier collectivement pour s'en prendre aux dominants et à plus fort que soi, on va s'en prendre à plus dominer, et il me semble que le RN prospère tout particulièrement là-dessus. Il se nourrit de ces situations-là, en apportant d'ailleurs pas de solution, ou plutôt en se nourrissant de ces choses-là. Et donc en fait, ça va pas tant être un rejet massif de l'écologie. Alors oui, on a des cas très médiatisés, on a eu le cas des mairies, des mairies et des grandes villes qui ont fait couler beaucoup d'encre dans la presse, mais la réalité, c'est qu'à beaucoup d'endroits, l'écologie est juste pas vraiment un sujet. Quand j'arrivais et je demandais, c'est une anecdote, mais par exemple, j'ai eu le cas d'une agricultrice, en plus on est au milieu de son élevage avec énormément de veaux, vraiment centre-Bretagne, des élevages assez importants, qui me dit « ici je pense que maintenant on est écologiste depuis une dizaine d'années, on trie nos déchets ». Et c'était un peu une surprise, c'était pas tant une opposition que finalement c'est un sujet qui semble très loin. Les sujets, c'est comment on va s'en sortir. Les agriculteurs, les éleveurs sont parmi les moins bien rémunérés par leur travail et ne vivent pas de leur travail mais des aides. C'est des personnes pour qui en fait l'écologie ne font pas le lien avec. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu de réussir effectivement, et ça passera sûrement aussi par la conflictualisation, par le fait de désigner qui sont les adversaires. Les adversaires, ce sont pas les travailleurs, les travailleuses, ce sont les grandes entreprises qui s'enrichissent jusqu'à la dernière minute et ensuite retirent l'usine sans proposer aucune solution en face. Et je suis bien d'accord qu'il y a un enjeu de réussir à conflictualiser, mais de conflictualiser en désignant correctement la cible, en désignant qui sont les responsables de cette situation, et qu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui sont au mieux dans le désintérêt de l'écologie, au pire dans le rejet, voire l'accusation de l'écologie, sont plutôt des alliés objectifs. Et je le redis encore une fois, les premières victimes de cette situation-là, il faut réussir à faire des alliances, et je pense que ça passera par désigner les adversaires et les responsables. Et notamment ce qu'ont essayé de faire les associations. Ouais. J'attendais les applaudissements, c'était une belle prise de parole. Au niveau de ce qu'ont essayé de faire un certain nombre d'associations récemment, beaucoup se sont mis à travailler avec les syndicats
dans l'optique de pointer justement dans la même direction, en disant l'enjeu ce n'est pas d'opposer l'écologie et le reste, mais de montrer à l'intérieur de ces lignes de fracture un petit peu différentes. C'est ce que vous faites, Anne Lecor, de votre côté. Oui, je rebondis juste avec une anecdote perso parce que mes parents sont de Bretagne, ils votent un petit peu extrême droite, si on peut voter un petit peu extrême droite. Est-ce qu'ils trient leurs déchets? Oui. Non, mais en fait, et on se posait la question pourquoi est-ce que l'écologie provoque des réactions, pourquoi est-ce que... Mais je pense que la question, on en revient, hein, et en fait, écolo, quel que soit le parti, on revient à ce truc de se dire, en fait, qu'est-ce qui est important pour les gens? Finalement, la tonne de carbone qui va être émise, c'est pas très important pour les gens. Bon, voilà, effectivement, on sait que ça va provoquer un pouillette de degrés en plus, et en fait, voilà, on comprend le principe, mais en fait, quel impact ça a sur ma vie quotidienne? Bon, et puis de toute façon, c'est un système, donc on peut pas y faire grand-chose. Par contre, mes parents qui votent extrême droite, avec qui j'ai de longues discussions depuis quelques années, qui ne sont pas toujours sereines, c'est quand même le moment où je leur dis, bah là, on est en train de nous empoisonner. En fait, papy, il a été empoisonné, agriculteur, il a été empoisonné. Et en fait, c'est à ce moment-là où, en fait, quand on fait les liens entre la vie des gens et l'impact environnemental et écologique, que ça fait tilt. Et j'ai bon espoir que dans un an, on vote à gauche. C'est un petit défi personnel. Mais voilà. Donc tout simplement... Qui nous regarde sur Twitch comme ça. Je vais envers la vidéo. Non, mais voilà, et en fait, je pense que c'est ça, c'est que la solution à nos récits écologistes, c'est si on se rattache à ce qui est important pour les gens et qu'on ne parle pas de CO2, et voilà, et donc c'est ça. Sur la question que tu m'as posée, que j'ai presque oubliée, qui était... Tant qu'on parle de cette question de l'emploi, ce que tu me disais tout à l'heure, en fait, c'est que de votre côté, à vous, avec le syndicat, vous vous attendiez à ce qu'il y ait quelque chose qu'on pourrait appeler une sorte de greenwashing de l'emploi, et qu'éventuellement on dise, bon, bah là, on va fermer ces usines, mais c'est au nom de la transition énergétique. Et en fait, ça ne s'est jamais produit. C'est-à-dire que les fermetures n'ont pas été justifiées par l'impératif écologique, même si les écolos étaient quand même pendant ce temps pointés du doigt comme étant les responsables de ces fermetures. Et on voit aujourd'hui se reconfigurer ces justifications de fermeture. Ouais. C'est ça. En fait, moi, quand j'ai commencé au printemps écologique à m'intéresser à tous ces sujets, je me suis dit, mais c'est sûr, on va se retrouver avec, parce que la transition écologique est en marche, excusez-moi du terme, ça va arriver, quoi. Et donc, en fait, on va se retrouver, il faut qu'on soit vigilant parce qu'on va se retrouver avec des entreprises qui vont nous dire, bah là, on va faire un plan social de tant de personnes, parce que vous comprenez, il faut bien qu'on transforme notre appareil de production. Donc j'étais naïve et en fait ça ne s'est pas passé. Et ce qui se passe aujourd'hui, qui est beaucoup plus préoccupant et qui bouscule l'organisation du travail, c'est vraiment l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et en fait la raison elle est simple, hein, c'est que faire sa transition écologique quand on est une entreprise, bah, ça n'apporte pas de gain de productivité. Par contre mettre l'IA en place, ça apporte énormément de gains de productivité, en tout cas perçus. Dans la réalité on n'est pas encore sûr. Mais voilà, et donc en fait aujourd'hui j'ai un peu l'impression, alors ça c'est encore, il y a plein de choses vis-à-vis de l'IA, et j'ai presque l'impression que se passe la même chose que la question de l'écologie à l'époque, où en fait il y a un espèce de truc une vague intelligence artificielle, on la met partout, ça va révolutionner notre société, etc. On voit tous les impacts environnementaux que ça a, les impacts sur les gens, hein. Nous dans les entreprises, on parle presque de crise sanitaire en fait, parce que ça touche tous les pans de la société, y compris les cadres qui, en fait, ils ont une belle maison, ils ont des voitures, etc. Et en fait, on leur dit que finalement, ils sont beaucoup moins employables que quelqu'un qui produit de ses mains quelque chose d'intéressant pour vivre. Donc, il y a aussi tout ça qui se joue. Et la question qu'on se posait en interne avec les adhérents et les adhérentes, qui n'ont pas encore tranché de notre côté, mais qui est une question ouverte, de se dire, en fait, comment on fait différemment que pour la transition écologique pour traiter la question de l'IA? Quelles méthodes, en fait, ont échoué à un moment donné? Et comment est-ce qu'on va chercher ce qui a réussi et qu'on tire les leçons de ce qui n'a pas fonctionné pour le sujet de la transition écologique pour aborder le sujet de l'IA? Voilà. Et les deux sujets étant évidemment éminemment liés, parce que d'un côté, on parle de choix technologiques qui sont pris par les entreprises, qui sont financés par la société, donc par vous, et qui, en fait, a un impact terrible sur nous. Juste pour un exemple, on me donnait le chiffre là, donc on a des représentants du personnel chez SAP, donc qui est un éditeur de logiciels qui compte dans ses clients 39 des 40 boîtes du CAC 40.
et qui veut aller vers l'entreprise autonome. Et donc pour faire ça, elle s'autonomise elle-même, quoi. Et donc on demande à des cadres à qui on avait dit que c'était la voie dorée et qu'ils seraient toujours en poste, qu'ils seraient toujours en métier, de creuser un peu leur propre tombe, d'entraîner l'IA pour que l'entreprise devienne autonome, pour qu'on puisse in fine se passer d'eau. Et donc se pose quand même le sujet de derrière SAP Naïf, c'est 15 millions par mois pour utiliser l'IA, parce que c'est aussi aux mains de certaines énormes entreprises américaines et françaises. Donc 15 millions déboursés pour l'utilisation, enfin pour par mois de licence. Ouais. Donc il faut aussi se rendre compte de à la fois le coût environnemental, mais le coût économique. C'est la masse salariale transférée à l'IA, quoi. Absolument. Ouais. Simon Debert là-dessus, sur la masse salariale de l'IA. Un tout petit peu avant, pour revenir, et c'est pour compléter très rapidement, parce que je trouve l'exemple extrêmement important, et sur ce que je disais de correctement désigner l'adversaire. Je pense qu'une des particularités qui est importante de comprendre du système productiviste, mais même, je pose le mot de l'économie capitaliste, c'est sa capacité à intégrer ses critiques, à changer à la marge pour ne pas être remis en cause fondamentalement. Et je pense que là, il y a quelque chose de vraiment important à comprendre, c'est que l'écologie a été tolérée, a été en quelque sorte intégrée, tant qu'elle ne remettait pas fondamentalement en cause les choses. On parle de greenwashing dans les entreprises, on peut parler des petits gestes. C'est-à-dire que quand c'est les marches pour le climat, on a eu même des membres du gouvernement qui venaient participer aux marches pour le climat, on a eu plein de spots publicitaires financés pour nous dire de couper le robinet quand on se lave les dents. Par contre, quand on commence à avoir les soulèvements de la terre qui viennent bloquer un projet de méga bassine, c'est des écoterroristes. Et là, on parle en fait du même gouvernement. Je pense qu'il y a une sorte un peu d'errance justement peut-être de l'écologie des petits gestes, de la déconflictualisation. Et je pense qu'il faut vraiment accepter pour aussi que l'écologie soit vue comme une autre voie et une solution et pas juste un bâton dans les roues, que c'est pas juste une écologie qui passe par des petits gestes, par une écologie qui coûte cher, par de la consommation engagée qui n'est accessible qu'à certaines personnes, mais vraiment accepter en fait cette part de conflictualisation et de remise en cause fondamentale pour pouvoir vraiment devenir une autre voie et un ensemble de solutions. Lucille Schmitt là-dessus. Oui, moi je suis énarque et je viens du ministère de l'économie et des finances. Et donc j'ai une position particulière, je suis en rupture de banc évidemment par rapport à mon milieu d'origine, mais je connais très bien les institutions et c'est assez rare chez des personnes qui ont des engagements écologistes. C'est aussi d'ailleurs assez rare de connaître les entreprises. Et je pense que c'est un point important sur lequel je voudrais insister, c'est que c'est bien de conflictualiser, c'est bien d'accepter le débat, mais il faut pour cela connaître aussi ce dont on parle. Et une des difficultés auxquelles on a affaire aujourd'hui, c'est ça que montrait un certain échec des mairies écologistes, c'est que devenir maire, c'est pas être associé à une équipe, devenir ministre, c'est pas être directeur de cabinet d'un cabinet ministériel. On voit la difficulté à ce que c'est d'être ministre de l'écologie. Tout à l'heure, j'ai compris que Monique Barbu était en visite dans le territoire. On voit bien combien pour elle c'est difficile d'être ministre de l'écologie. On se rappelle, moi je dis toujours que finalement, quand on s'aperçoit qu'un ministre de l'écologie est bon, c'est quand il démissionne. C'est quand même intéressant. Et donc, ne soyons pas... c'est bien la conflictualité, mais il faut y arriver pour gagner. Je voudrais insister là-dessus. Parce que dans la situation qu'on vit, qui est une situation de nécessité écologique, c'est comme ça que j'ai appelé ça dans mon bouquin, et je veux dire, le président de la Colombie, Gustavo Petro, le dit, il emploie ce terme de nécessité écologique, c'est pas quelque chose qui concerne seulement la France, ça concerne l'ensemble du monde, ça concerne les peuples premiers, ça concerne les pays en développement d'abord, et donc on est face à la nécessité de gagner, et pour ça, il suffit pas de désigner l'adversaire, il faut le connaître, il faut pouvoir être à la fois dedans et dehors, et préparer quelque chose qui puisse être une écologie majoritaire. Du coup, cette question que tu poses sur l'écologie des petits gestes, l'écologie de la société, etc., évidemment, elle n'est pas suffisante. Et évidemment, quand on te dit pas prendre des douches plutôt qu'un bain, ou je sais pas quoi, bon bref, tout ça n'est absolument pas à la hauteur du truc, mais la façon, on a devant nous la question de la conviction majoritaire. Et ça, c'est un point important, c'est-à-dire que on réussit à installer un syndicat écologiste dans les entreprises. On réussit à convaincre certains syndicats traditionnels de l'importance de l'écologie.
on a quelque chose qui progresse dans les entreprises. Je voudrais aussi insister là-dessus. Moi, je connais des chefs d'entreprise qui veulent transformer le modèle d'affaires de leur entreprise. Ça existe. Mais ce ne sont pas, en général, des entreprises qui sont au CAC 40, parce que la question des actionnaires est une question fondamentale. Ne confondons pas les PME et les entreprises au CAC 40. C'est d'abord les actionnaires qui refusent de cesser d'être rémunérés à ce niveau-là. Et donc, il me semble qu'on a devant nous, si on est écologiste, ou si on a envie de l'être, si on est en voie de conversion, on a une stratégie à élaborer qui est une stratégie qui doit ne pas confondre compromis et compromission, qui doit investir les institutions et des milieux qu'a priori on imagine hostiles ou qui ont été traditionnellement hostiles à l'écologie des luttes. On doit associer la lutte et l'écologie institutionnelle. Et ça me semble être un point sur lequel je voudrais vraiment insister parce que je ne le vois pas progresser. Moi, je travaille beaucoup avec des personnes engagées sur les questions écologiques beaucoup plus jeunes que moi, ils sont tous anti-institutions. Pourquoi ? Parce que tu l'as dit, les soulèvements de la Terre, c'est scandaleux ce qu'a fait Gérald Darmanin, mais c'est aussi un piège qui est tendu à tous ceux qui veulent investir l'écologie dans les institutions. Parce qu'en disant que les soulèvements de la Terre étaient écoterroristes, il disait, mais ne venez pas dans les institutions. Et je rappelle que le Conseil d'État, qui est une institution, a décidé de ne pas dissoudre les soulèvements de la Terre. Et pour en connaître quelques-uns à l'intérieur, ça a été une grande discussion, à la fois juridique et au fond politique, parce que c'était une discussion juridico-politique. Donc, n'oublions pas que dans les institutions, dans les entreprises, existent des personnes qui peuvent être des alliés, et je voudrais insister là-dessus. Anne Lecamp, vous nous disiez tout à l'heure que l'un des acteurs que vous cibliez, c'était justement l'entreprise. Donc si on s'intéresse maintenant qu'on a fait cette distinction entre différents types d'entreprises, différents types d'activités économiques, comment est-ce qu'on leur parle ? Comment est-ce qu'on fait justement évoluer les pratiques ou les mentalités depuis votre position, sachant que certains de vos clients, certains des membres même du syndicat travaillent dans ces grandes entreprises, quelles sont leurs marges de manœuvre ? Et puis vous disiez, il y a des choses qui marchent et d'autres qui marchent pas. Qu'est-ce qui marche ? Il y a une syndicaliste du Printemps écologique dont je tairai le nom qui serait tout aussi pertinente que moi pour parler de ça, ce qui marche et surtout ce qui marche pas. Je vais sans doute te demander de répéter la question après, mais je voulais juste rebondir sur le sujet de... dans l'entreprise, il y a des gens qui ont envie de faire des choses, etc. Je pense qu'on a un enjeu à ne pas oublier que la question de l'écologie ou la question de la prise en compte de la crise sociale, c'est un espèce de chemin et qu'il faut que à chaque personne autour de nous, on fasse franchir le chemin d'une certaine façon. Nous, on essaye de faire en sorte que les salariés deviennent des sympathisants des syndicats, quelle que soit leur étiquette, et que ces sympathisants ensuite deviennent des militants, et que ces militants ensuite deviennent des candidats et candidates aux élections professionnelles, et qu'ensuite ils deviennent des représentants du personnel et des syndicalistes. Et donc en fait, avoir ce truc de se dire, en fait, 2027, quelle que soit la lutte qu'il faut qu'on porte, et qui doit inspirer les institutions, et je suis d'accord que dans les institutions, il y a des gens, et dans les entreprises, il y a des gens qui portent ces sujets. Je suis quand même plutôt pessimiste par rapport à ce qui fonctionne comme volonté individuelle dans l'entreprise pour faire changer les choses. Alors, je connais quelques chefs d'entreprise, ils sont très très peu, je les compte vraiment sur le doigt d'une main, qui ont cette volonté vraiment de transformer le modèle économique de leur entreprise, mais malgré tout, ils se retrouvent quand même fortement limités par le système dans lequel ils sont. Le modèle des coopératives est intéressant, mais le modèle des coopératives est difficile parce que, évoluant dans un monde capitaliste, une économie productiviste avec des lois de concurrence qui sont très fortes. Et donc, quand on essaie de faire mieux en termes d'organisation et de gouvernance de l'entreprise, et ben on se confronte en fait à des entreprises qui sont des pyramides et qui avancent parce que ils optimisent ce qui marche et ce qui fait de la thune, quoi. Donc voilà. Donc ce qui marche dans l'entreprise. Alors, j'ai raconté une autre success story Printemps écologique. On en a fait un documentaire, 43 minutes. Vous pouvez le voir en ligne. Il est incroyable. Il est superbe, il parle de forêt. Ça s'appelle Le Nid et l'Oiseau, et en fait c'est dans une usine Nestlé dans la Loire où il y a 300 ouvriers et ouvrières qui se sont mobilisés pour lutter contre un projet de chaudière bioénergie qui devait remplacer une chaudière à gaz. Donc dans l'idée de Nestlé, ce grand groupe, cette multinationale qui produit dans cette usine de la pâté pour chat, l'idée était de décarboner, donc de prendre la production, de voir comment on pouvait tirer une ligne pour arriver à la neutralité carbone. Pour faire ça, le bioénergie est soi-disant une énergie décarbonée. Donc ils se sont dit, on enlève la chaudière gaz, on branche la chaudière bioénergie,
voilà, on fait de la pâté pour chat décarbonée. En fait, le fait est que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que dans les faits, la filière bioénergie est assez peu contrôlée, qu'on va aller chercher des forêts qui sont des puits de carbone, que quand on va chercher brûler des arbres et qu'on va détruire le sol, ça va faire énormément d'émissions, et qu'en plus, comme c'est pas très très contrôlé, ben ça détruit des bocages, ça détruit des endroits où les gens vont se promener et vont profiter de la forêt. Donc les ouvriers et les ouvrières se sont mobilisés contre ce projet en disant bah nous on habite dans une région magnifique, vous nous dites que vous allez aller chercher le bois à 100 km autour de chez nous, nous on n'est pas d'accord. Et donc pendant 2 ans, ils ont lutté contre ce projet de décarbonation du groupe Nestlé. Et ils ont réussi. Voilà. Et donc ils vont commencer aujourd'hui à essayer de voir ils ont proposé un plan, parce qu'il ne s'agit pas d'être contre, mais il s'agit aussi de proposer des solutions. On s'est fait aider de différentes associations, avec Point écologique, avec Carbone 4 aussi. Quel que soit ce qu'on en pense, en fait, c'est des très bons techniciens. Et l'idée derrière est de remplacer la production de chaleur par des pompes à chaleur. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est un peu le message qu'on essaie aussi de faire passer au printemps écologique et de façon générale dans les syndicats, c'est que les travailleurs et les travailleuses dans leur métier savent les dingueries qui sont proposées par les directions ont une compétence métier et qu'en fait il faut se sentir légitime de se mettre collectivement ensemble pour se dire là il y a un truc qui ne fonctionne pas et on veut interroger la direction, on veut interroger la stratégie de cette entreprise. Et donc il faut le faire et c'est mon message c'est vraiment de se dire en fait vous serez pas forcément l'écolo de service à chaque fois. Moi, je l'ai été. Alors, en fait, quand on commence à en parler, eh bien, il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord. Sauf que la question de c'est quoi l'étape d'après, après être d'accord sur le fait que c'est un peu une dinguerie ce projet et que c'est un projet écocidaire, c'est un projet polluant, etc., eh bien, c'est comment on transforme cette interrogation en de l'action. Et dans l'entreprise, le syndicalisme, c'est cette façon-là de mettre en action les gens collectivement pour pas être tout seul et y aller. Voilà. Lucie Schmitt. Oui, je trouve que ce que vient de dire Anne est fondamental parce que ça articule vraiment la question sociale et la question écologique. Et tout à l'heure, on a abordé rapidement le fait qu'il y a un lien entre les enjeux écologiques à travers la pollution et les enjeux de santé. On l'a vu au moment de la pétition contre la loi du plomb, il y a 1 an à peu près, et plus de 2 millions de signatures sur le site de l'Assemblée nationale. Il faut le faire. Ça veut dire pratiquement 3 millions de personnes qui ont essayé parce qu'il faut faire avec France Connect. Aujourd'hui, vous savez que notre système de protection sociale est attaqué. Il est attaqué très directement et au fond on nous renvoie vers l'idée que progressivement on va organiser un système d'assurance privée parce que la sécurité sociale ne peut plus vraiment garantir au fond l'ensemble des risques qu'elle a pris en charge depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Moi j'ai discuté là-dessus avec des mutualistes et en fait ils me disent qu'il va falloir articuler les questions écologiques de santé et de garantie des risques parce que ça implique une modification profonde du système de sécurité sociale. Mais aujourd'hui, lorsque vous êtes agriculteur, ça a été évoqué tout à l'heure, que vous avez été empoisonné, que vous n'osez pas vous dire que c'est une maladie professionnelle, qu'il y a une omerta sur le fait d'en parler avec les autres agriculteurs parce que tout simplement, ils continuent à utiliser des pesticides parce qu'ils peuvent pas faire autrement, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer sur l'ampleur de l'empoisonnement de l'ensemble de la société qui questionne directement notre système de sécurité sociale, les coûts que ça entraîne en termes de cancer, la question de la responsabilité des médecins, etc. C'est un coût de l'inaction écologique. Il faut le faire apparaître. Et ça, aujourd'hui, certains mutualistes commencent à s'en préoccuper. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils se sont créés au moment où il y avait des classes ouvrières, il y avait des précaires, parce qu'on a garanti, au fond, dans l'ensemble de la France, la possibilité pour chacun d'avoir une protection. Et qu'on voit bien qu'aujourd'hui, la modification du système de protection, ça vient de haut. On nous explique qu'on ne peut plus se le permettre. Je veux dire, il y a Nicolas Dufourcq qui fait la France entière pour nous expliquer qu'on ne peut plus se permettre que, au fond, c'est à cause du système social que la France perd sa puissance. Mais non, c'est le contraire. C'est parce qu'il faut maintenant faire en sorte que notre système social soit articulé avec l'écologie, avec la réalité de la santé des travailleurs et la réalité de la santé de la terre. Et donc,
il faut à tout prix, et ça c'est un problème aussi que les écologistes politiques doivent comprendre, enfin les Verts, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'intéresser vraiment aux questions sociales qui pour le coup concernent chacun d'entre nous. La question d'être en bonne santé, ça c'est une manière d'avoir une écologie majoritaire. Et donc là, simplement ce sont des questions techniques, ce sont des questions sur lesquelles c'est plutôt des personnes qui sont pas dans les partis politiques qui sont compétents. Donc il faut trouver d'autres modes de recrutement et d'autres expertises. Mais à mon avis, la grande question qui est devant nous, c'est comment on fera une sécurité sociale écologique. Simon Audebert, quelque chose qui ressort aussi dans tout ce que vient de dire, c'est qu'à chaque fois, ça passe par des liens, des réseaux qui se tissent petit à petit, que ce soit autour d'un projet d'usine et de prendre conscience de son territoire. Ce qu'on peut voir à d'autres endroits, ça va être autour de quelque chose, d'une contestation sur un point précis, des liens qui vont se créer. Comment est-ce que ça peut justement être remodelé à l'aune de tout ce qu'on vient de voir dans la discussion? C'est-à-dire qu'il y a des clivages qui existent, parfois nationaux, parfois partisans, et tout ceci, quand on descend au niveau local, vous nous disiez tout à l'heure, n'est pas forcément compris comme étant de l'écologie. Est-ce qu'il y a des moyens de faire des passerelles pour créer justement ces connexions et petit à petit faire de l'écologie quand on n'a pas commencé par ça? Oui, c'est encore une fois vaste question, mais qui nous intéresse particulièrement. Donc, je travaille aussi à la Fondation de l'écologie politique et on a amorcé tout un travail là-dessus pour essayer de se dire comment aller essayer de convaincre des personnes, notamment. Ça va être dans des zones rurales, auprès de personnes qui sont plutôt issues des classes moyennes, des milieux populaires, toute une interrogation après les Gilets jaunes, de prendre au sérieux ce qui s'est passé et d'essayer de comprendre un petit peu d'où venaient ces oppositions et comment justement, sur quelle base essayer de construire. Et ça refait lien un petit peu avec ce que je disais. Je suis tout à fait d'accord sur le fait d'aller chercher les alliés là où ils sont, des personnes convaincues, que ce soit dans des institutions, des entreprises, à travers tout un tas d'endroits, mais aussi, ce que je disais au départ, des personnes qui aujourd'hui sont plutôt des perdants ou qui se vivent comme des perdants à la fois de ce système économique-là, mais aussi de la transition écologique telle qu'elle a été entamée. Et je pense que c'est tout particulièrement le cas, par exemple, de personnes qui sont dépendantes de la voiture pour aller travailler, qui ont un emprunt sur une maison et qui, même si sont propriétaires, à la fin du mois, il reste pas grand-chose. C'était un profil qui ressortait énormément des enquêtes qu'on a eues sur les personnes qui étaient sur le rond-point au début du mouvement des Gilets jaunes. En partant de ce constat-là, on s'est posé la question de quelle alliance, comment démarrer, notamment dans un endroit où, c'est ce que je disais, on peut vraiment le regretter, le lien social est compliqué, des fois il n'y a plus forcément de structure associative, il y a beaucoup moins d'espace comme ça, collectif, moins d'espace aussi de politisation, et pour essayer de porter justement ces sujets-là. Du coup, on est parti des pratiques, et notamment de travaux, à travailler avec beaucoup de collègues sociologues qui travaillent sur ce que nous on appelle du coup les pratiques sobres, qui sont en fait tout un tas de pratiques qui ont un très faible impact environnemental, mais qui ne sont pas politisées, qui ne sont pas revendiquées comme écologistes. Exemple très simple, auto-rénover sa maison, réparer sa voiture, avoir une autoproduction alimentaire à travers un potager, peut-être des poules dans son jardin, tout un tas de pratiques qui pouvaient être qualifiées comme écologistes, qui rejoignent vraiment ce qu'il faudrait mettre en place et ce qu'on demanderait en fait à mettre en place, et qui pour autant vont être chez des personnes qui, la plupart du temps, en fait, vont appartenir à des segments de la population plutôt très opposés à l'écologie, tout particulièrement aux politiques environnementales telles qu'elles sont formulées aujourd'hui. Donc on a commencé à faire tout un travail qu'on va prolonger dans les mois qui arrivent, et on a déjà eu un peu une série de publications là-dessus, sur essayer de partir de ces pratiques-là pour faire des propositions qui partent du quotidien des personnes et d'essayer justement de s'appuyer sur ces pratiques, plutôt que de venir, ça a été dit tout à l'heure, un peu de façon moralisatrice, venir expliquer comment faire, ou venir dire que ça va coûter cher, ou que c'est la manière de consommer qui va être le problème. Je prends deux exemples. Par exemple, on s'est intéressé à l'auto-rénovation. On a une enquête qu'on va bientôt publier dessus. On s'est rendu compte que une grande partie des travaux qui sont faits par des personnes qui ne passent pas par les aides, ne passent pas par des entreprises et le font par auto-rénovation. Quand on demande est-ce que c'est parce que vous n'avez pas accès aux aides ou que vous ne faites pas confiance aux entreprises, c'est absolument pas ce qui ressort de l'enquête. C'est parce qu'on sait le faire, qu'on apprécie le faire, et que c'est des choses qui dans tous les cas seront faites a priori en dehors du système des aides. Pour toutes ces personnes qui font de l'auto-rénovation, qui font leurs travaux petit bout par petit bout, aussi parce que sortir de quoi faire la rénovation d'un coup, c'est pas toujours évident. Comment vous pouvez imaginer des dispositifs qui par exemple offrent de la formation et une aide pour l'achat de matériaux, peut-être de la mise en commun d'outils, de la mise en commun de compétences, et à plusieurs on s'associe et on rénove en s'aidant les uns les autres, les unes les autres, notre habitation. Ça pourrait être comme ça, s'appuyer sur des pratiques aujourd'hui qui existent dans certains milieux sociaux, dans certains territoires, mais qui en fait aujourd'hui sont complètement ignorées et aussi
que ce soit par les institutions, par aujourd'hui la manière dont la transition écologique elle est proposée, mais aussi en grande partie par les milieux écologistes. Comment essayer de partir des pratiques telles qu'elles existent pour comme ça construire des alliances et venir aussi sortir du rôle simplement de spectateurs, voire même de personnes qui subissent en fait les demandes liées à la transition écologique, mais aussi d'être dans une position d'acteur et d'actrice, de venir dire qu'il y a des pratiques, des connaissances qui peuvent être valorisées et qui en fait sont clés justement dans les chantiers qui sont à venir pour répondre à la crise climatique. Et ça me semble être une piste particulièrement intéressante dans ces endroits-là pour essayer de proposer des solutions qui s'appuient de l'existant. Merci à tous les trois. On va faire passer un petit micro maintenant dans la salle pour pouvoir continuer la discussion toutes et tous ensemble. Et pour les personnes qui nous regardent sur Twitch, je crois que quelqu'un est chargé de récupérer vos questions et qu'on pourra les poser par la suite. Et je rappelle comme ce matin, si on peut garder les questions concises, comme ça permet de faire circuler la parole. Bonjour. Alors, moi, ça n'est pas une question, c'est une réponse à la question qui a été posée par Nicolas, je crois, c'est ça, sur pourquoi il n'y a pas une croissance du militantisme dans l'écologie politique. Étant moi-même militante écologiste, je apporte quelques réponses modestes. J'ai quelques camarades dans la salle qui peut-être confirmeront. Pour moi, il y a aussi le rôle de la justice administrative qui ne suit pas toujours. On a un exemple dans le département, c'est le golf de Villeneuve-de-la-Raho qui a été soutenu. Voilà, un appel à Montpellier, le tribunal a dit oui, il faut qu'il y ait le golf. Et puis, bon, il y a l'exemple que tout le monde connaît, je pense, c'est celui de la 69. Voilà, et donc je pense que les gens qui sont en dehors du champ de l'écologie, ils voient que c'est compliqué quand on se heurte non seulement au pouvoir politique, mais à la justice. Voilà, c'est un peu démoralisant. Et l'autre chose que je voulais souligner, qui a été un peu dite par le jeune homme à gauche, Simon. À droite, pardon, pour moi. Simon, c'est la répression policière qui défie l'entendement dans ce pays depuis plusieurs années. Elle est franchement dissuasive, je pense, pour les gens qui sont en dehors de l'écologie et qui voudraient éventuellement s'y investir. Bon, notamment contre les soulèvements de la terre, mais pas que. Mais après, pour dire une chose positive, on va prendre la réponse de Lucille Schmitz pour... Et Simon aussi. Oui, je voulais juste dire par rapport à ça que la Fondation Heinrich Böll et la Fabrique écologique ont justement fait une étude sur la répression policière en fait vis-à-vis des militants écologistes. Et parce que vous savez qu'il y a comment il s'appelle le responsable de l'ONU qui justement suit ces questions. Michel Forst. Voilà, c'est ça. Qui était venu et qui a fait un rapport très intéressant. Et ce qui est assez fondamental, c'est que France Nature Environnement, qui est une association qui n'a pas l'habitude de critiquer ouvertement le gouvernement, a, à l'occasion de la 69, pris des positions extrêmement fortes pour dire que la répression avait passé toutes les bornes. Par rapport à ce que vous dites sur la question des recours et du droit, ce qui est frappant, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien sur les recours qui sont déposés que tout dépend au fond sur quelle juridiction on tombe. Et au fond, on est dans une situation où, moi je dis toujours, les institutions, elles n'existent aussi que par la sociologie de ceux qui les occupent. Et donc, on voit bien qu'on est dans une période où il y a une ambiance répressive et où, ouvertement, les lois, de toute façon, considèrent qu'on peut aller plus vite lorsqu'il s'agit de garantir, en fait, la réalisation d'un projet industriel par rapport à la protection de l'environnement. C'est aussi ce qu'a dit Emmanuel Macron lorsqu'il a parlé de la méthode Notre-Dame pour 150 sites industriels, où, en fait, ce qu'il dit, c'est que tous les recours administratifs sur le plan environnemental doivent être simplifiés. Et donc, on est dans une situation où aussi la loi, l'autorité politique organise la possibilité que les recours environnementaux n'existent plus de la même manière. Donc, c'est une question de rapport de force. Après, sur l'envie de devenir militant écologiste, je crois qu'il y a aussi l'envie, on peut aussi l'adosser à l'envie de défendre les libertés publiques. Par rapport à ce que vous dites, moi, ce qui me semble, c'est qu'aujourd'hui, défendre l'écologie, c'est défendre les libertés publiques. Parce qu'on est dans une situation où les libertés publiques sont menacées. Donc, je pense que c'est un des grands débats qui aura lieu dans les futures échéances électorales. Très rapidement sur la question de la violence et de la répression qui a été tout particulièrement lors de cet événement en fait assez impressionnant. Nous on s'est posé la question en fait réellement parce que on sait qu'il y a beaucoup de travaux qui montrent en fait qu'il y a un décalage entre l'opinion qui est représentée dans les médias, je pense notamment aux médias qui appartiennent à des milliardaires d'extrême droite, un décalage énorme entre la surreprésentation de certaines opinions dans l'espace médiatique par rapport à l'opinion réelle en fait des Français et des Françaises
si on considère qu'une opinion existe. En tout cas, il y a vraiment à ce niveau-là un décalage très important. Je pense aux travaux de mon collègue Vincent Tiberi qui a montré ça, le décalage entre la surreprésentation de la droite dans les médias par rapport à tout un tas d'indicateurs. Et donc, on a mené une enquête où on est allé interroger sur la perception et la manière dont étaient jugés comme souhaitables ou non, légitimes ou non, les modes d'action des mouvements écologistes. Et donc, on a fait une enquête, un peu comme un sondage, où on a demandé à un échantillon représentatif de la population française leur perception des modes d'action des écologistes. La surprise, c'était qu'une grande partie de ces modes d'action étaient majoritairement soutenus. Bloquer une entreprise polluante était majoritairement soutenu par la population française. Mais avant le cadrage médiatique, avant tout justement ces sorties, et c'est vrai qu'on l'a fait un tout petit peu avant la déclaration de Gérald Darmanin, on a eu en fait un décalage. Il y a certains modes d'action qui, pour le coup, étaient beaucoup plus sanctionnés. Bloquer une route et donc s'en prendre, finalement, travailleurs ou travailleuses, aux gens un peu dans leur vie de tous les jours, pour le coup, était beaucoup moins apprécié. C'est ce que je disais aussi dans le fait de désigner la cible et de désigner, en fait, les responsables. A priori, occuper une zone naturelle menacée ou bloquer une entreprise polluante est plutôt majoritairement soutenu dans la population française. Et c'était vraiment une surprise, en fait, les résultats de cette enquête. Et, allô? Ah oui, il faut parler très fort. C'est bon? Non, je n'allais pas intervenir et après je me suis souvenu, j'ai eu il y a 3 jours un entretien assez incroyable avec un des leaders de la lutte contre ICE aux États-Unis, notamment dans le Minnesota, qui se trouve être un des États américains qui a le plus subi ICE de par les déportations, etc. Et oui, ICE, la police de l'immigration qui déporte des personnes illégalement ou pas d'ailleurs sur le territoire américain. Et du coup, se posait la question, parce que dans le Minnesota, s'est mis en place une organisation très forte des citoyens et des citoyennes pour essayer de pister les voitures de ICE là où elles allaient, de siffler dès qu'ils voyaient ICE, et une espèce de solidarité très très forte via des groupes signal de quartiers, etc., etc. Et du coup, à un moment donné, on lui a posé la question, mais en fait, qu'est-ce qui fait que les gens se sont auto-organisés, etc. Et je pense un petit peu, moi, de mon côté, à la question de l'extrême droite, qui nous arrive, je l'espère pas, mais en tout cas, qui est un des scénarios quand même à anticiper, et de se dire, en fait, comment est-ce que aujourd'hui, potentiellement, les gens ne sont pas sur de l'activisme, c'est-à-dire de l'action forte qui amène devant les tribunaux, qui met son corps sur la route, ou etc., etc. Eh bien, lui, il expliquait qu'en fait, au moment où Trump a été réélu, ils ont mis en place énormément de formations sur les droits, sur ce qu'ils avaient le droit de faire, ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire, quelle était la règle. Voilà. Et en fait, rien qu'en structurant de façon très très large des modules de formation, eh bien, en fait, on avait des gens qui se posaient un préalable de pouvoir agir au moment où il fallait agir. Et j'ai l'impression que on a un travail, en tout cas dans les syndicats, dans les associations, etc., à préparer des collectifs, ou en tout cas de préparer psychologiquement et à l'action quand il faudra pouvoir réagir rapidement. Et ne pas se cantonner aux collectifs qu'on a déjà, qui sont des militants chevronnés, qui ont l'habitude de recevoir des convocations au tribunal dans leur boîte aux lettres, qui sont en fait des gens qui ont déjà dépassé un stade dans l'engagement, mais de vraiment s'occuper d'élargir notre base. Pourquoi pas avec de la formation, parce que en tout cas, ce monsieur qui était hyper inspirant me disait que ça avait été un élément indispensable dans l'activation après contre ICE au moment où il y a eu une descente de ICE dans le Minnesota de façon hyper violente en plus, avec notamment des assassinats. Il y a encore 2 questions rapides. Rapides, hein, par contre. Je suis membre d'une association qui fait du plaidoyer depuis plus de 35 ans maintenant dans le département pour l'environnement. Et j'aime assez votre idée d'être dedans dehors. On siège également dans des instances officielles pour la gouvernance de l'eau, mais ça ne nous empêche pas également de faire des recours. Et ce qu'on constate depuis 35 ans, c'est qu'on est en recul sur les recours. On avait pas mal de succès ces dernières années, et on voit qu'avec le recul du droit environnemental, ces échecs vont encore se multiplier. Ça n'a pas empêché la construction du golfe, la bassine des Angles, etc. Je ne vais pas revenir sur tous les sujets qui motivent notre département. Mais
la question que je voudrais vous poser, c'est comment on peut remobiliser les citoyens, parce qu'on voit bien que même du côté des enquêtes publiques, il n'y a plus de participation. Donc, c'est assez inquiétant parce que finalement, oui, l'écologie politique, mais on peut pas la faire entre nous. Si on n'embarque pas la majorité des gens, comment vous voulez qu'on fasse? Et je suis pas très optimiste en fait par rapport à toute la situation qu'on vit dernièrement. Avec ce recul du droit environnemental, le recul dans les enquêtes publiques et même, j'allais dire, sur les projets de si l'association n'a pas participé à l'enquête publique, elle pourra plus faire de recours. Ça avait été imaginé dans un vote et finalement refoulé par le Conseil constitutionnel. Mais voilà, enfin, la question c'est comment on peut remobiliser les citoyens. Allez, on va prendre la deuxième question et puis comme ça on fera une réponse groupe. Oui, moi je voulais parler de la Convention citoyenne pour le climat. J'aurais voulu avoir votre avis puisque bon, le résultat est connu, mais ce que ça dit de l'intelligence collective qu'on peut quand même mobiliser et qui pourrait être mobilisée en dehors de ce créneau officiel qui a avorté. Voilà, merci. Bonjour, moi je suis militante écologiste depuis plusieurs années et j'ai une question. Comment expliquez-vous alors que la voie de l'écologie politique porte dans plusieurs pays européens et depuis de nombreuses années, et dont d'ailleurs les partis écolos ont été souvent représentés dans les gouvernements, même si ça s'est un peu essoufflé récemment, et au-delà de l'Europe. Pourquoi ça n'a jamais porté en France ? Et une toute dernière par là-bas, me semble-t-il. Rapide, hein? Oui, rapide. On va faire des questions rapides. Du coup, bonjour, je vais vous donner un peu la température de ce qui se passe à Perpignan. Donc, je suis un ancien LCR NPA, je me suis présenté comme député chez Nouvelle Donne il y a 20 ans, où j'ai pris 1,7% des électeurs catalans. Du coup, là, je me suis dit, il va falloir faire autre chose. Du coup, quand je me suis fait virer, j'étais cadre, je me suis dit, on va vendre les produits bio à domicile, des 250 producteurs bio à domicile, je vais rapide. Ensuite, j'ai rencontré monsieur Alliot et sa bande, en fait, en 2020, et je leur ai proposé un projet de végétaliser le centre-ville de Perpignan avec 33% de chômage et des gens qui meurent de faim. Donc là, ils m'ont répondu, on va faire une ferme urbaine. En 2022, on ouvre une ferme urbaine, ils dépensent 100 000 euros. La ferme urbaine n'a jamais ouverte. Verger de collection, etc. Ils ont fait des appels à projets pour 3 fermes. Du coup, tout ce qui est prévu dans l'écologie à Perpignan, ça s'est jamais fait. Les aides de l'Andrews ont été jetées, je ne sais où, elles sont encore peut-être là-bas dans les bureaux. Et ici, je suis très énervé, vous savez, donc depuis les dernières élections. Donc vous pouvez aller accéder au site internet La Ferme Urbaine Catalane et les pages Facebook Robin Andreville et La Ferme Urbaine Catalane, où vous pouvez en savoir plus parce que je dois être rapide. Merci à tous. Merci pour ton Merci. Donc on a cette remarque et les 3 questions donc au niveau des instances de la Convention citoyenne sur le climat et une comparaison européenne, et en quelques mots ici. Je fais très rapide, je reprends la question du représentant de la FREN. Par exemple, dans le département, il y a un village qui n'a plus d'eau depuis 3 ans, plus d'eau potable depuis 3 ans à cause de la pollution. Le maire a été réélu au premier tour. Dans le village de Villers-de-la-Rao, où le golf va consommer l'équivalent de 10 000 habitants, ce qui est absolument énorme. Le maire a été réélu, je ne sais plus si au premier tour. Le maire a été réélu au premier tour. Il y a quand même ici à Perpignan, il a passé 5 ans à raser les arbres en veux-tu en voilà. Il a été réélu au premier tour. Donc je trouve qu'il y a un hiatus très important entre ce que nous racontons ici et la volonté politique. Parce que vous expliquiez au fond que les responsables c'était les candidats ou c'était les partis politiques. Moi je pense qu'il faut un petit peu comme Française dont on le disait, laisser assumer aux citoyens les conséquences de leur choix. Et donc il y a des citoyens qui choisissent quand même volontairement ces politiques morbides, et ils le font en toute connaissance de cause. Moi, ça me pose effectivement un problème au niveau de la réflexion politique. Merci pour ces remarques. On va essayer de tout répondre d'un coup et sans faire 2 heures de nouveaux débats. C'est à vous. Tu es gentil. Je crois que tout à l'heure, j'ai expliqué qu'il y avait un sujet relationnel entre les électeurs et les élus.
Et je pense que les électeurs ont leurs responsabilités dans la situation actuelle. Mais c'est vrai que les élus ayant plus de pouvoir, j'ai tendance à considérer qu'ils ont une responsabilité plus grande. Parce que c'est à eux de prendre en considération le dérèglement climatique, la préservation de la biodiversité, etc. Mais vous avez raison, on vote souvent pour être rassuré, en disant je vous délègue mon pouvoir et je n'aurai pas besoin de continuer à m'intéresser à des choses, peut-être aussi parce que la vie est difficile, se loger est difficile, avoir un job est difficile, et au fond, déléguer son pouvoir, c'est aussi une manière de pouvoir se consacrer à des choses qui sont vitales, avoir un salaire, pouvoir élever ses enfants, etc. Donc, plus on est précaire, moins on vote, et plus d'une certaine manière, on délègue à des personnes qui ne vous représentent pas des pouvoirs qu'on devrait exercer soi. Ensuite, il y a un sujet aussi, pour le coup, sur la culture générale autour de ce qui se joue sur le climat et l'extinction de la biodiversité. Alors, on dit toujours il faut un sujet d'éducation, etc. Je ne sais pas si c'est l'éducation seulement à l'école qui peut le faire, mais on est dans un pays où on est très ignorant, par exemple, sur la question de la nature. Moi, j'adore les arbres. Comme beaucoup de gens, vous savez, on s'enchaîne aux arbres, etc. Mais enfin, quand on replante des arbres, même à Paris, on met une seule espèce, des clones de tilleuls, et ils crèvent tous en même temps. Le premier principe sur la biodiversité, c'est que c'est biodivers. Eh ben, on a encore beaucoup d'erreurs qui sont faites en termes de politique publique. Et ça, c'est un autre sujet. C'est que la question des savoirs, la question de la culture, elle reste une question sur laquelle on a quelque chose à faire et à organiser, de façon à ce que tout le monde puisse comprendre de quoi il retourne. C'est un deuxième point. Et puis, le troisième point, c'est quand même comment est-ce qu'on peut effectivement se déshabituer tous du fait de regarder les choses dans le très court terme, à la minute, à la seconde, etc., et se projeter par rapport à ce qu'on appelle les générations futures. Moi, je suis en train de lire sur les enjeux démographiques, il y a de moins en moins de jeunes, et du coup, les vieux doivent apprendre à se désintéresser du fait qu'ils sont vieux et ceci, et doivent s'intéresser aux autres générations, et comment est-ce qu'on redonne une place, au fond, à ceux qui vont vivre toute leur vie au temps du dérèglement climatique. Ça pourrait changer pas mal les choses par rapport à la relation, encore une fois, c'est un truc relationnel entre les élus et les citoyens. Je ne sais pas si je fais toutes mes réponses à la fois ou si je m'arrête. D'accord. Sur la Convention citoyenne pour le climat, c'est une démarche extrêmement intéressante. On a beaucoup réfléchi à la fabrique écologique avec des citoyens qui avaient reçu le PSMS leur disant qu'ils étaient tirés au sort. Ils connaissaient rien à nos questions écologiques. Ils ont dit, on m'aurait demandé mon avis sur toute question, j'aurais dit oui parce que j'avais envie qu'on me demande mon avis. Et ensuite, ça a été beaucoup dit, ça a changé leur vie, notamment beaucoup se sont engagés sur les questions écologiques. Ils ont été très déçus évidemment de ce qui s'est passé au niveau des institutions, mais c'était écrit, moi je tiens à le dire, parce que au départ, les parlementaires n'ont pas été associés à l'initiative, donc on a fait une bulle de démocratie délibérative tout en continuant le processus institutionnel, et donc on a fait deux mondes parallèles. Donc évidemment, quand ça a réintégré le monde parallèle de la démocratie représentative, ça a été très décevant. Mais ça, Emmanuel Macron et ceux qui l'entourent ne pouvaient pas promettre un sans filtre. Ou alors il fallait faire un référendum, c'est-à-dire demander à l'ensemble de la société française, vous savez, comme on dit, passer d'un mini-public à un grand public. Ça aurait pu être intéressant, mais il serait supposé un vrai débat sur ces enjeux, avec la difficulté qui est de longue date lorsqu'on est écologiste. On est anxieux à l'égard du référendum, parce que en France, le référendum n'est pas géré comme dans des petits pays comme la Suisse. On a un gros dossier d'information, c'est géré par vous choisissez Emmanuel Macron ou vous votez contre Emmanuel Macron. Donc c'était compliqué. Mais c'était très bien sur le plan, si je puis dire, de l'acculturation de 150 personnes. C'est un très petit public par rapport à 168 millions de Français. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour passer d'un mini-public à un grand public ? La démocratie participative. Non, parce que la démocratie participative n'a pas un droit de décision. Donc, le sujet, c'est la décision. Ça, c'est facile à dire, mais le sujet, c'est donc comment est-ce que les citoyens acquièrent un pouvoir de décision. Ensuite, pour terminer sur la Convention citoyenne, moi, j'ai discuté récemment, il y a un mois, avec Mélanie Cognier, qui avait créé l'association des 150, et elle me disait, on a essayé de faire une réunion de l'association des 150, et on était 8. Donc ça rejoint ce que vous disiez sur le fait que c'est très compliqué de mobiliser en ce moment. Pourquoi ils étaient 8 ? Pas parce que les gens sont plus écolos, ils sont juste démoralisés. Ils étaient démoralisés parce qu'au début, ils étaient 150, et ils se disaient, on va changer le monde. Et puis, après, d'une certaine manière, tout a repris ses droits, et la hiérarchie des préoccupations, c'est d'abord de gagner sa vie, etc. Donc ça, c'est intéressant, c'est comment est-ce qu'on fait de l'écologie quelque chose qui soit en haut de la hiérarchie des préoccupations. Et puis, juste pour terminer sur ce que vous dites sur la démobilisation,
Comment est-ce qu'on fait pour créer la mobilisation, en fait? C'est ça notre sujet. On n'a toujours pas trouvé. Moi, je pense que l'enjeu santé est essentiel. Il y a peut-être un enjeu aussi autour du paysage, de la beauté, de la santé au sens mental du terme. Moi, je travaille un peu là-dessus en ce moment. Il y a beaucoup d'études qui montrent que, par exemple, quand vous êtes privé de nature, vous allez moins bien. Moi, je viens de passer 2 ans chez Emmaüs et beaucoup de choses m'ont été dites par des personnes en situation de grande précarité sur le fait qu'elles ne pouvaient plus vivre sur des terrains pollués, qu'elles souhaitaient retrouver un lien avec la nature. Donc, comment est-ce qu'on fait pour travailler là-dessus en l'ancrant dans le territoire et peut-être aussi dans l'histoire du territoire? Si vous arrivez à montrer au fond ce qu'était ce territoire avant et restituer une espèce de fierté à y habiter, c'est ça aussi l'habitabilité, c'est que le golfe, en fait, ça crée tout simplement un truc qui fait qu'il n'y a plus d'habitants. Donc, peut-être trouver ces manières, ces récits, comme on dit, qui soient des récits différents. Excusez-moi, je m'explique. Non, mais en fait, on rentre pas en général. Ouais. Est-ce que tous les deux, vous avez des rebonds? Ouais, je peux y aller. Alors, il y a plein de questions trop chouettes, merci beaucoup. Déjà, vous pouvez me huer, mais il me semble quand même qu'aux dernières municipales, la gauche était un poil divisée. Non, mais en fait, voilà. Et en fait, moi, j'ai demandé... Non, mais vous pouvez me huer, enfin, je veux dire... Et comment on fait pour remobiliser? En fait, elle est là la question. Et elle est passionnante, en fait, parce que c'est le problème de tous les espaces politiques. Et en fait, à la gauche, on a d'excellentes idées, on a des valeurs qui valent le coup qu'on se batte. Mais des fois, il y a des petites dissensions qui font qu'on n'arrive pas à atteindre notre objectif. Petite, moi je n'ai pas le détail, j'ai juste demandé pourquoi il y avait l'extrême droite, on m'a dit les dernières municipales, voilà. Bon, le sujet, c'est aujourd'hui comment on se met au travail pour récupérer le pouvoir, pour moi, et d'avoir un espèce de plan sur le long terme aussi. Et comment est-ce que on arrête de juste... Et encore une fois, c'est une conviction personnelle que je donne, donc je suis personne pour donner des leçons, mais sortir de ce que dit l'extrême droite et de rebondir forcément et de proposer la société qu'on a envie et qu'on veut voir advenir de nos vœux, et ensuite mobiliser autour de ça plutôt qu'autour de gens et de personnes. Et moi j'ai l'impression que c'est ça qui fonctionne, parce que quand on implique des gens dans un programme, on se dit mais en fait qu'est-ce qu'on a envie de défendre, c'est quoi nos sets de valeurs, sur quoi on se reconnaît, et derrière comment est-ce qu'on reprend le pouvoir fondamentalement dans 6 ans. Là il y a 6 ans pour reprendre le pouvoir de cette ville. Je sais que c'est très difficile, que j'ai beaucoup d'échos sur comment est-ce que c'est difficile à Perpignan, comme le contexte politique, etc. Mais je pense que remobiliser, produire des valeurs, s'y tenir et un programme, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Et finalement, la CEC, la Convention citoyenne pour le climat, c'est ça aussi qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la mobilisation autour d'un programme. Alors, ils n'ont pas gagné parce qu'on avait un gouvernement contre nous, mais en tout cas, il y a déjà des choses, des propositions qui vont influencer l'ensemble des groupes politiques écologistes ou autres, même les syndicats. Aujourd'hui, nous, on peut parler de climat et d'environnement dans l'entreprise grâce à la loi climat et résilience, qui est issue de la Convention des entreprises pour le climat. Clairement, c'était pas suffisant, mais les propositions sont excellentes. Et je pense que, au fur et à mesure, les reprendre, mettre l'emphase dessus et essayer de les faire passer, c'est des choses qui peuvent réunir. Et je veux pas, j'ai un autre constat aussi qui est celui de se dire, en fait, au bout d'un moment, on s'épuise un petit peu. Il y a aussi le point de comment est-ce qu'on prend soin de nous collectivement. Et je vois dans beaucoup de collectifs militants le truc de, en fait, quand j'y arrive plus, j'ai la démission silencieuse en quelque sorte. Je sors du collectif et comme j'ai pas eu le temps parce qu'il s'est passé un événement familial ou autre, et ben je sors du collectif, on n'entend plus jamais parler de moi. Et je pense que ça c'est aussi un truc qu'il faut accepter. Moi, pour travailler beaucoup de bénévoles, en fait, des fois on lance un projet et puis en fait sur les 3 militants qui devaient bosser sur le projet, il n'y en a plus aucun. Mais parce qu'il s'est passé tel truc dans la vie, on peut pas s'en vouloir. Par contre, prévoir dans le processus d'action le fait que c'est ok de partir à un moment donné si on prévient et c'est ok de revenir à pleine balle à un autre moment, et ben en fait ça facilite en fait notre travail collectif pour avancer vers la victoire en fait. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. C'est bon. Et alors pour essayer de conclure, peut-être pour répondre à une des questions sur du coup la réussite des partis écologistes dans d'autres pays européens, bon,
je reprends un peu ma casquette de chercheur en sciences politiques, je pense que ça va voir au niveau du régime politique. On est quand même un régime semi-présidentiel, mais très fortement présidentialisé, où en fait finalement on a des partis par conséquence qui vont avoir une très forte personnalisation, où tout quasiment va se jouer au moment des élections présidentielles. Et ensuite on voit que l'exemple de 2017 était assez impressionnant. Même sans parti, on arrive à obtenir une majorité à l'Assemblée. La plupart des exemples qu'on a en Europe où les écologistes, les partis verts participent à les gouvernements, c'est des régimes parlementaires où il y a des coalitions à l'issue des élections. Et d'ailleurs, les seules élections proportionnelles en France que sont les européennes, il y a aussi d'autres facteurs, mais les écologistes font des bons scores. Ça a sûrement beaucoup à voir avec le régime politique qui contraint énormément les partis en France à finalement la course au présidentiel et la course à la personnalisation, un petit peu l'image de l'homme ou la femme, bon, surtout l'homme providentiel au moment de ces élections. Alors, et on voit bien ce que ça a donné pendant les dernières législatives, alors même que des alliances à gauche fonctionnent. La NUPES était une réussite, le NFP encore plus. Elles fonctionnent, ces alliances-là, les électeurs et les électrices s'y retrouvent, en tout cas dans le vote, on voit ce que ça peut donner. Dans les faits, c'est pas trop une culture politique et une culture partisane qui existe en France par rapport à des comparaisons dans beaucoup de pays européens. Très rapidement, sur la Convention citoyenne, je pense que ça a été vu comme un outil de communication et je pense même qu'ils ont été dépassés par la force de ces processus-là, délibératifs, de la démocratie participative ou délibérative et de ce qu'elle peut apporter. Il y a quasiment aucun parti ou aucun mouvement politique qui n'était allé aussi loin en termes de propositions et pourtant là c'était des citoyens, des citoyennes tirés au sort qui s'informent, prennent le temps de réfléchir et mettre en face des propositions qui sont à la hauteur des enjeux. Et je pense qu'en fait, ils ne s'y attendaient pas à des propositions d'une telle ampleur. C'est une analyse très personnelle mais j'en suis plutôt convaincu. Et peut-être, mais du coup, si j'ai le mot de la fin, pour conclure un peu avec deux interventions, si on avait vraiment besoin d'un exemple, ça prouve que l'extrême droite et l'écologie, ça marche pas. On continue plus tard. Merci beaucoup. Simon Debert, Lucie Schmitt, Anne Lecor, merci à tous les trois d'avoir été avec nous.